On y va? Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Thierry Lefebvre, le premier adjoint auprès de notre maire André Santini, et notamment en charge de la ville numérique. Avec monsieur le maire et mon collègue Bernard de Carrère, maire adjoint à l'éducation et au sport, on vous remercie bien sûr d'avoir bien voulu participer à ce webinaire sur le numérique dans les écoles de la ville. Votre présence nombreuse ce soir, vous êtes une cinquantaine d'inscrits, nous dit-on, témoigne, s'il en était besoin, de l'intérêt du corps enseignant et des parents lycéens cette thématique du numérique dans les écoles. Les circonstances nous obligent à des modalités d'organisation virtuelle pour ces échanges, mais après tout, pour traiter d'un tel sujet, la chose n'est pas complètement incongrue. Avant de passer bien sûr la parole à notre maire pour l'ouverture de nos discussions, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet dédié à droite de votre écran et nous nous efforcerons, dans toute la mesure du possible, d'y répondre au cours de ces échanges, de répondre à vos questions, bien sûr, en vous priant de bien vouloir être le plus concis possible dans l'exposé des motifs. On va faire en sorte que ce webinaire puisse tenir en 1 heure. Et donc, je passe sans plus tarder la parole à notre maire, André Santini. Merci, Monsieur le Premier, merci Thierry, merci à Bernard et à Alain. Madame l'inspectrice, je vais enlever un petit peu le masque quand même. Voilà. Chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis, notre ville a depuis longtemps fondé son développement sur l'innovation. On va pouvoir le dire aujourd'hui avec un certain succès. Le choix est celui de l'avant-garde plutôt que de l'arrière-garde. C'est le choix d'expérimenter, de tester pour orienter dans un sens bénéfique aux lycéens plutôt que de subir les changements de plus en plus rapides de ce monde et de nos territoires. Toutes les actions et les politiques publiques menées par notre municipalité sont empreintes de cet ADN qui est pour nous l'une des garanties du succès, de l'excellence, de la qualité du service des lycéens. Nos écoles ne font bien sûr pas exception. La ville est directement compétente pour l'équipement, entre autres, des écoles maternelles et élémentaires, et comme ailleurs, la municipalité a souhaité qu'il puisse y développer un environnement propice à l'innovation. C'est ainsi que nous avons investi, lors de la dernière mandature, 5 millions d'euros dans l'équipement numérique des écoles, avec des résultats uniformes sur l'ensemble de notre territoire. Chaque école est raccordée à la fibre, est dotée d'1 à 5 classes mobiles, chacune 16 tablettes. Chaque classe bénéficie d'un projecteur vidéo interactif et d'un accès à un environnement numérique de travail, l'ENT. Chaque enseignant dispose d'un PC portable et d'une licence Office 365. Chaque élève peut bénéficier d'une licence Office 365 gratuite. Notre action sur le territoire ne se limite pas seulement à une liste de matériel. L'académie, la circonscription, que je remercie ici, ne ménagent pas leurs efforts pour assurer aux enseignants une formation adéquate à l'utilisation de ces équipements et à l'exploitation du potentiel qu'ils représentent. Nos délégations de l'éducation, de la ville numérique, de la jeunesse, le CLAVIM, travaillent également en étroite relation avec le monde éducatif afin de prolonger ou de compléter les projets initiés en classe par les enseignants, qu'il s'agisse de la découverte de l'Internet, de l'apprentissage du code, de la robotique, de la mise en œuvre de nouvelles techniques pédagogiques et de bien d'autres projets portés par une communauté éducative bouillonnante. Est-ce à dire que les écrans sont partout et omniprésents dans nos classes, que les enseignements fondamentaux sont délaissés ou que la valeur de la technique pédagogique éprouvée sont remises en cause? Bien sûr que non. Comme dans d'autres secteurs de la ville, la municipalité ne fait pas du numérique une fin en soi. C'est un outil au service de nos métiers, de notre qualité de vie, et ici au service de nos élèves et de leur apprentissage. Je ne crois pas du tout, je ne crois pas au tout numérique et encore moins dans les écoles, mais il me paraîtrait bien inconscient de ne pas reconnaître la place qu'il occupe de fait dans nos vies, les opportunités qu'il peut offrir, mais aussi les dangers, notamment pour les plus jeunes qu'il peut porter. L'école est certainement le lieu privilégié
où une approche graduelle et encadrée de ce monde numérique est possible. C'est après tout le lieu où se construit l'esprit critique, tellement indispensable aux futurs citoyens que seront nos enfants et tellement important pour naviguer sur les réseaux en toute sécurité. C'est dans cet esprit que sont régulièrement organisés des temps d'échange avec la communauté éducative du territoire sur ce thème. C'est l'occasion de partager ensemble nos expériences, d'orienter nos actions à venir dans ce domaine. Cette année est évidemment particulière. La crise sanitaire que nous vivons bouleverse nos organisations. Si elle a agi comme un révélateur des potentialités et des limites que pouvaient offrir les outils numériques, y compris dans nos classes, elle a aussi rendu plus criantes les disparités provoquées par la fracture numérique. C'est pour évoquer ces éléments, bien d'autres, que nous sommes réunis ce soir virtuellement, compte tenu des circonstances, et je vous remercie toutes et tous de votre participation. Merci, Monsieur le maire. Madame Thomé, vous êtes inspectrice de circonscription à Issy-les-Moulineaux depuis cette rentrée 2020. Et quelle arrivée dans un contexte particulièrement difficile. Nous aimerions avoir votre première opinion sur la maturité numérique des écoles de la ville, s'il vous plaît. Oui, bonsoir à tous. J'arrive effectivement d'une autre circonscription des Hauts-de-Seine et je connais plusieurs autres circonscriptions et je dois dire que j'ai été vraiment impressionnée de ce que j'ai trouvé à Issy-les-Moulineaux. J'ai été impressionnée à différents niveaux. L'équipement, bien sûr, comme l'a rappelé Monsieur le ministre, un équipement vraiment assez spectaculaire. Il n'est pas fréquent, même dans les Hauts-de-Seine avec des circonscriptions qui sont installées dans des villes qui ont des moyens d'avoir autant de moyens numériques. Les 260 classes d'Issy-les-Moulineaux bénéficient chacune d'un vidéoprojecteur numérique interactif. Et interactif est très important, c'est-à-dire que les élèves peuvent intervenir et manipuler. Et il y a bien sûr un ordinateur portable pour pouvoir l'utiliser. Les 720 tablettes qui sont réparties sur toutes les écoles, je tenais à souligner cette importance qui a été donnée aussi bien aux écoles maternelles qu'aux écoles élémentaires. Cette progressivité dont vient de parler Monsieur le ministre, on la retrouve, c'est-à-dire que l'idée est bien de démarrer dès le cycle 1, mais de façon très évolutive dans les approches. On a également des ordinateurs portables, des classes mobiles, une dans chaque école élémentaire au moins, qui sont fournis, un ordinateur en fond de classe et des prêts de robots, puisque nous travaillons aussi avec des bibots pour les cycles 1 et les cycles 2, les Timio pour les cycles 3 et les Mbot pour les cycles 3. Donc cet équipement est très conséquent. Parallèlement, il y a bien entendu l'ENT. Ça aussi, c'est une spécificité à Issy-les-Moulineaux qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le 92. C'est la seule circonscription qui a un ENT à l'échelle de la ville. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement quelques écoles qui sont connectées à l'ENT, mais c'est un véritable système qui permet d'avoir un espace numérique partagé entre enseignants, entre parents, entre partenaires éducatifs. Et je citerai par exemple, c'est tous les partenaires éducatifs, mais pour le numérique, par exemple, le CUB a lui aussi accès à cette ENT et peut aussi diffuser des informations via cet outil partagé. Le soutien technique de la municipalité est extrêmement important et m'a aussi sauté aux yeux très rapidement, parce qu'avoir de l'équipement, c'est une richesse, mais l'équipement nécessite un entretien et je tenais vraiment à remercier les services municipaux pour leur réactivité. À chaque fois qu'il y a le moindre souci dans une école, vraiment nous avons face à nous des partenaires qui interviennent très très vite et qui rétablissent très vite les outils pour nous permettre de travailler. Donc je voulais les en remercier. À Issy-les-Moulineaux, nous avons également un accompagnement pédagogique de qualité, puisque Monsieur Chérita, qui va prendre la parole tout à l'heure, est notre e-run. Un e-run, c'est un enseignant pour les ressources et les usages numériques. C'est notre référent numérique premier degré. C'est un enseignant qui a un mi-temps en classe et un mi-temps dédié à l'accompagnement de ses collègues en formation continue sur le numérique. C'est vraiment
un poste extrêmement important qui permet à ce que les enseignants aient non seulement leur formation initiale, non seulement de la formation continue dans le cadre de leurs 18 heures de formation, mais également un appui au quotidien. C'est-à-dire que dès qu'ils ont une question sur un sujet qu'ils sont en train de traiter avec leurs élèves autour du numérique, ils peuvent contacter Monsieur Cherita, et ils le font sans hésiter. Et Monsieur Cherita se déplace dans les écoles et donne une réponse vraiment sur mesure à la question de l'enseignant. Donc ça, c'est vraiment un soutien. Et le dernier point que je voulais citer, c'était le fait qui m'avait sauté aux yeux, c'est le fait que les enseignants se saisissent du numérique. Parce que c'est important d'avoir les outils, c'est important d'avoir l'accompagnement, mais ceux qui sont aux manettes, ce sont vraiment les enseignants. Et à Issy-les-Moulineaux, on sent qu'il y a un historique, qu'il y a une culture, que moi je circule dans les classes énormément depuis que je suis arrivée, et j'ai vraiment vu des usages très réfléchis et des enseignants qui se disent de plus en plus à l'aise avec les outils numériques, certains très à l'aise déjà depuis le début, mais tous s'y sont mis. À chaque fois que je vais dans une classe, je vois des outils numériques utilisés et utilisés à bon escient. Donc vraiment, c'est un premier constat voilà, que je voulais vraiment saluer. Merci Madame Thomé pour vos propos. On ne peut dire comme vous que du bien de Monsieur Cherita qui fait l'unanimité, très apprécié des enseignants bien sûr, mais des parents. Ils connaissent son rôle et bien sûr de la ville, puisqu'il joue un rôle tout à fait important dans l'excellence de notre partenariat en matière de numérique et d'éducatif. Et puis je tiens également à saluer Guillaume Denob qui survise tous ces services numériques, informatiques de la ville et avec grande compétence et disponibilité. Madame Thomé, puis-je me permettre de vous poser une autre question? D'une manière plus générale, et selon vous, quelle place doit ou ne doit pas occuper le numérique dans le monde éducatif? Là, on dépasse un peu le territoire d'Issy-les-Moulineaux. Tout à fait. Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur le ministre parce que je m'y retrouve complètement. En fait, il ne s'agit pour l'école ni d'être imperméable au monde numérique qui l'entoure. On n'a pas à créer un îlot où le numérique n'entrerait pas. Ce serait totalement absurde de proposer un espace d'apprentissage aux élèves qui ne soit pas en lien avec la société dans laquelle ils évoluent. Et en même temps, il ne s'agit pas non plus d'être dans du tout numérique qui exposerait les élèves en continu à des écrans, à des ondes, et qui finalement les détournerait d'autres outils qui existent et qu'on utilise énormément, la manipulation, des outils plus traditionnels, le travail en groupe, etc. Donc, il s'agit qu'il y ait du numérique, mais qu'il soit complètement encadré. En fait, le numérique à l'école, ce n'est pas un numérique où les élèves restent passifs, ce n'est pas un numérique où ils sont tranquilles comme parfois à la maison avec leur écran. Là, c'est vraiment un numérique qui est extrêmement pris en main par l'adulte qui encadre les élèves. Donc, la diffusion et l'usage des technologies numériques, c'est vraiment pour nous un outil majeur pour faire évoluer le système éducatif en renouvelant profondément les modes d'enseignement et d'organisation pédagogique. Il permet d'améliorer l'efficacité de l'apprentissage et de favoriser la réussite de tous les élèves en leur permettant de s'adapter aux enjeux économiques et aux besoins de la société contemporaine, notamment pour la formation aux nouveaux métiers et aux qualifications. Donc, le numérique éducatif est très encadré par différents textes, par le cadre légal, puisque nous le retrouvons dans le JO de l'Union européenne de mai 2018, dans la loi pour la République numérique, ou encore dans la loi pour l'école de la confiance. Donc, il est très présent dans les textes. Il est aussi encadré institutionnellement, puisqu'il fait partie du référentiel de compétences des enseignants. Lorsqu'ils ont le concours d'enseignement, on leur demande, ils sont évalués sur ces compétences. Il fait partie du socle commun que tous les élèves doivent acquérir et des programmes scolaires. Donc, ce n'est absolument pas, ce n'est ni un gadget, ni une option, c'est vraiment tout à fait inscrit dans nos cadres et bien sûr dans le cadre pédagogique puisque nous avons un cadre de référence des compétences numériques et l'éducation aux médias et à l'information qui
qui nous permettent d'avoir une structure par rapport à cet enseignement du et par le numérique. Donc, c'est un lien pour nous, le numérique éducatif, entre 3 acteurs principaux, les enseignants, bien sûr, qui sont porteurs de la culture et de l'éthique numérique, qui mettent en œuvre une éducation numérique en apprenant aux élèves à construire une vision éclairée du numérique, à en faire un usage sûr, raisonné, critique et à l'utiliser dans tous les domaines de l'enseignement. Bien sûr, un lien entre ces enseignants et leurs élèves, puisque les élèves doivent découvrir les codes qui permettent d'appréhender le monde numérique qui les entoure, comprendre les possibilités, mais aussi les limites, construire les compétences et les apprentissages nécessaires pour grandir dans ce monde numérique et apprendre aussi par le numérique. Et enfin, c'est un lien également avec les parents qui veillent à accompagner et à guider leurs enfants dans leur utilisation du numérique et qui font confiance à l'école pour œuvrer à leur côté dans cette éducation numérique. Les parents qui sont présents ce soir, voilà, leur intérêt pour ce type d'événement montre bien que ce sont des questions qu'ils se posent aussi à la maison. Et donc, ce numérique éducatif est véritablement un objet partagé par toute la communauté éducative dans son ensemble pour permettre à nos élèves, à vos enfants de s'épanouir dans un monde numérique qu'ils comprennent et qu'ils contrôlent. Madame l'inspectrice, nous vous remercions pour vos propos très éclairants. Mon cher collègue, Merci à vous. je vais me tourner maintenant vers Bernard de Carrère, maire adjoint délégué à l'éducation et au sport. Mon cher Bernard, en votre qualité de maire adjoint en charge de l'éducation, vous participez à l'ensemble des conseils d'école. La question du numérique y est-elle souvent abordée et pour soulever quel type de problématique? Je dirais qu'il y a eu 2 phases. Il y a 6 ans à peu près que monsieur le maire m'a confié la délégation et j'ai bien vu une différence. Les 3 premières années, on évoquait le numérique, les enseignants évoquaient leur interrogation à tout le moins sur l'intérêt de ce développement. Et puis j'ai senti que tout le travail qu'avait fait Sébastien Chérita pour accompagner les enseignants, j'ai bien vu aussi que dans chacune des écoles, il y avait un enseignant leader qui, au fond, décomplexait un peu ses collègues en disant bah, allez-y, et puis s'il y a un problème, je viendrai vous aider. Et donc, on a bien vu que tout ça, petit à petit, se mettait en place. On a eu aussi une période où les enseignants nous disaient oui, mais la fibre n'est pas encore partout, donc on peut avoir des problèmes de saturation à certains moments quand on est trop nombreux à être connectés dans une école. Tout ça, c'était la première phase. Et maintenant, on est dans une deuxième phase où, sous le contrôle des directeurs et directrices d'école qui sont là, eh ben, le numérique à l'école, ben, on n'en parle plus, ou pas beaucoup. Si ce n'est, comme le disait Madame Thomé, pour se féliciter de la réactivité des services qui interviennent en cas de difficultés. Et effectivement, ils sont extrêmement réactifs. Et je dirais, je raconterai une petite anecdote. Il y a 2 ans à peu près, il y avait une enseignante qui, un peu fâchée, me disait, vous comprenez, mon VNI ne marche pas. Le prestataire, il est venu, mais il n'a pas vraiment réparé parce qu'il faut faire, je ne sais pas très quelle opération, reconfigurer tout ça. Et ça fait 3 jours que je n'ai pas mon VNI. Alors, bon, je lui ai dit que j'allais retransmettre pour que la réparation puisse intervenir rapidement, mais je veux dire que dans mon fort intérieur, je me suis dit, bah, écoutez, on a gagné, parce que cette enseignante, je croyais bien me rappeler qu'elle faisait plutôt partie des sceptiques, et 3 ou 4 ans après, eh ben, elle était en manque parce qu'elle n'avait pas son VNI pendant 3 jours, et elle était en manque de son VNI. Donc, je me suis dit, au fond, toute la pédagogie que vous avez pu déployer les uns et les autres ont été efficaces. Et puis, dans les conseils d'école, on a aussi parlé, alors là, c'est plutôt au moment du confinement, de l'intérêt, en particulier de l'ENT. Ça a été un outil formidable de dialogue entre les enseignants et les parents. Et donc, effectivement, dans beaucoup de conseils d'école à distance qu'on a pu tenir, alors il y a eu des suggestions pour améliorer encore, parce que c'est vrai que l'ENT tel qu'il est conçu, il n'est pas conçu pour être un outil d'enseignement à distance. Mais enfin, il a su faire face à la situation très, très grave que nous avons traversée, que nous continuons d'ailleurs à traverser. Voilà ce que je peux dire sur les conseils d'école et la prise en charge du numérique dans les écoles.
Merci Bernard. Marie-Hélène Lebert, que je vois à l'écran. Bonsoir Marie-Hélène. Vous êtes directrice du groupe scolaire Saint-Germain-les-Îles Chabannes. Quels sont selon vous et en pratique les avantages et peut-être aussi les limites de ces outils numériques dans les classes de votre groupe scolaire? Bonsoir, merci de me donner la parole. Donc, dans l'école que je dirige sur l'île Saint-Germain, comme m'a expliqué Madame l'inspectrice, toutes les classes disposent d'un VNI et en plus, nous avons des classes mobiles, des mallettes iPad, etc. On est vraiment très gâtés. Donc, certains l'utilisent l'ENT, d'autres un peu moins, mais la période du confinement a été un déclencheur pour que chacun découvre à nouveau ou se perfectionne avec cet outil. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, dans la période du confinement, l'ENT a été une grande force et nous a permis aussi de voir un peu les contours des outils numériques et puis leurs limites. Voilà. La possibilité de travailler à distance, ça a donc été une grande chance pour nous, même si je passe les difficultés matérielles et l'énergie que les collègues ont dû déployer pour permettre la continuité des apprentissages pour les enfants. On a aussi vu que les parents avaient fait leur maximum pour s'approprier tous cet ENT et les outils que nous y mettions, enfin les contenus, et que globalement, nos élèves à nous, je parle de mon école, hein, on est aussi dans un milieu qui est quand même relativement favorisé, n'en ont pas trop pâti scolairement. Et puis voir, pour certains, ça a permis de créer des liens avec leurs parents qui n'avaient pas sur le scolaire jusqu'à maintenant. Et voilà. Donc, de ce point de vue-là, c'était bien. Toutefois, à long terme, je suis un peu sceptique parce que ça risque de creuser certaines inégalités entre les élèves qui sont bien entourés, qui n'ont pas de grosses difficultés scolaires, et puis qui ont des parents qui peuvent les entourer, et puis ceux pour qui les parents sont moins disponibles ou ne sont pas dans la capacité de pouvoir les aider. On peut aussi s'interroger, et Madame l'inspectrice a déjà dit, sur le temps passé face aux écrans. C'est toujours une inquiétude que nous avons tous, enseignants. C'est une vraie question et c'est la raison pour laquelle les enseignants varient les supports, comme ça a déjà été dit. Et mais pour une mise en commun, par exemple, le VNI, c'est une vraie chance parce que les enfants voient de façon très claire les supports. On peut discuter ensemble et c'est intéressant. D'autre part, l'outil numérique, ne nous le cachons pas, a un côté ludique que les enfants apprécient. Et pour certains apprentissages, c'est intéressant. Toutefois, les outils numériques, comme leur nom l'indique, ce ne sont que des outils qui certes sont très performants à Issy-les-Moulineaux et franchement, nous sommes très reconnaissants, mais notre enseignement ne peut pas se résumer à ça. Par contre, nous sommes tenus, nous enseignants, d'armer nos élèves au maniement de ces outils modernes et par le code, par plein de contenus qui nous sont demandés. Merci, merci Marie-Hélène. Je vais me permettre une question subsidiaire. En cette période, et particulièrement le premier confinement, a souligné l'existence d'une fracture numérique qu'a évoqué M. le maire dans son propos introductif, et vous l'avez également rappelé, chez certains de vos élèves. Celle-ci s'est-elle manifestée parmi vos élèves précisément, et si oui, de quelle façon? Quelles solutions voyez-vous pour y remédier, au-delà des actions déjà engagées par la ville et par l'Éducation nationale? Alors, en ce qui concerne mon école, la grande majorité des familles étaient très bien équipées. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de différence. Et lors du premier confinement, j'ai pu suivre, grâce à mes collègues, les élèves qui ne se connectaient pas.
et que nous avons appelé par téléphone. Enfin, on a passé beaucoup de temps à identifier tous les suivis faits, et on a identifié pour nous une famille qui était particulièrement démunie. J'avais donc fait remonter cette problématique à mon inspectrice de l'époque et à la mairie, et parce que, en échangeant avec mes collègues directeurs, parce que on a aussi beaucoup échangé entre collègues, il n'était pas tant que ça concernait quand même un certain nombre de familles de la ville. Et donc, nous avons eu, parce que nous avons la chance d'être dans cette ville, nous avons eu la chance que aussi bien la ville que les services de l'éducation nationale qui ont fourni des moyens, c'est-à-dire des ordinateurs reconfigurés pour ce qui concerne la ville. Je crois que Monsieur Chérita saura sûrement mieux que moi, mais il y a aussi eu des tablettes qui ont été confiées. Cela dit, la difficulté, moi, que j'ai ressentie à ce moment-là, c'était qu'il est difficile pour nous, directeurs, de déterminer qui est concerné, qui n'est pas. Certaines familles restent très pudiques, masquent leurs difficultés, se débrouillent comme elles peuvent. Et je pense qu'il faudrait effectivement trouver un ou des moyens de s'assurer que toutes les familles ont la possibilité d'être connectées et équipées pour éviter d'aggraver cette fracture numérique. Je dois dire que je ne sais pas bien. Peut-être qu'effectivement, on peut être peut-être plus attentif sur le terrain, nous, dans nos classes, en se disant, ah, un tel, on sait qu'il n'est pas équipé. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on s'était jamais vraiment posé la question. Après le premier confinement, moi, c'est une question que je me suis posée, mais est-ce qu'on est vraiment les plus à même de savoir? C'est compliqué. Je crois qu'il faut croiser nos regards. Voilà. Donc, toutefois, il y avait aussi de nombreuses familles qui ont été confrontées à la difficulté de se partager les outils dont elles disposaient. Parce qu'il y avait parfois 2 parents en télétravail, plusieurs enfants scolarisés. Ce n'était pas toujours facile, hein, ça, on en était bien conscient. Et pour tout dire, ceux qui en ont pâti, ce sont les élèves de petite et de moyenne section qui, parce que, et ça, on le ressent actuellement dans nos classes, hein, en moyenne et grande section, des enfants, on voit qu'il leur manque un petit peu de temps de scolarité qui n'a pas été fait l'année dernière. Et effectivement, sur une classe de moyenne section, j'avais fait l'étude avec une de mes collègues. Il n'y avait que 4 familles qui s'étaient connectées régulièrement pour faire travailler leurs enfants. Et quand on en a discuté avec certains parents, ils l'ont vraiment regretté, mais ils nous ont expliqué qu'ils avaient dû établir des priorités sur le court terme, ce qu'on peut comprendre. Voilà, donc voilà mon avis sur la question. Merci beaucoup, Marie-Hélène, et bravo pour toutes vos actions. Je vais m'adresser maintenant à Sébastien Chérita. Sébastien, donc vous êtes enseignant à l'école de Chartreux et enseignant référent numérique, comme Madame l'inspectrice nous l'a indiqué tout à l'heure, pour la circonscription. Concrètement, quelles sont les évolutions récentes que vous avez pu observer au niveau des pratiques des enseignants, comme de celles des élèves, en relation bien sûr avec ces outils numériques? Eh bien déjà, bonsoir à tous. Alors, pour répondre à votre question, je vais revenir aussi plus largement sur le déploiement des outils numériques à Issy-les-Moulineaux, qui est assez important, bien sûr, au sein des écoles et très diversifié. Cela nécessite une formation des enseignants sur plusieurs années et un accompagnement régulier des professeurs, comme l'a souligné Madame l'inspectrice. L'environnement numérique de travail permet une valorisation des usages pédagogiques du numérique des élèves et des enseignants. On a pu observer différentes évolutions dans les pratiques de la part des enseignants, de par la diversité des outils, avec une première étape concernant l'appropriation des vidéoprojecteurs numériques interactifs associés aux ordinateurs portables de la classe, qui ont permis aux enseignants de progressivement utiliser au quotidien les outils numériques et de diversifier leurs propres supports d'apprentissage. Ensuite, l'ENT s'est avéré un outil indispensable également pour collaborer aussi bien entre les élèves et les enseignants, mais comme on a pu le voir pendant le confinement, avec les parents, du fait des fonctionnalités diverses qui sont proposées, comme l'enregistrement audio, la messagerie ou encore le casier pour le dépôt des documents de la part des élèves et également des enseignants, ce qui permet de prolonger le travail réalisé dans la classe sur le hors temps scolaire où les élèves, depuis leur domicile, peuvent se connecter sur l'ENT
et retrouver des documents utilisés dans la classe. Cela a favorisé également une nouvelle appropriation des outils numériques par certains professeurs. Je pense notamment à l'usage des tablettes sur lesquelles les élèves peuvent se connecter au sein de la classe et l'enseignant peut également à son tour, avec les tablettes, développer des usages du blog, des échanges via la messagerie avec les parents et puis accroître la production des élèves, aussi bien production orale que production écrite. On a donc observé dans ces différentes évolutions des pratiques une créativité accrue de la part des enseignants, bien sûr, mais aussi des élèves, avec des productions écrites telles que des textes, des cartes mentales, différents schémas, réalisés par l'intermédiaire des applications au sein des tablettes, mais également au sein de l'ENT, ce qui a contribué à une meilleure maîtrise des outils informatiques, aussi bien de la part des enseignants, mais surtout des élèves, avec bien sûr l'usage de l'ENT, des tablettes, mais également de la robotique, avec une ouverture vers l'appropriation du codage informatique, une sensibilisation qui est déjà faite à l'école maternelle et dans le respect des instructions officielles des programmes du ministère de l'Éducation nationale, la découverte du codage et du langage informatique dès le cycle 2, c'est-à-dire dès le CP pour les élèves de l'école primaire. On a également pu observer un enrichissement des supports qui ont été utilisés, notamment dans le cadre de l'éducation aux médias. Et je dirais cet usage a été renforcé dans le cadre du confinement également, avec la mise à disposition de contenus multimédia tels que les vidéos Lumni, les enregistrements consultables depuis la plateforme de ressources en anglais Audiolingua, ou encore l'accès à des serious games ou des quiz en ligne, toujours dans l'espace sécurisé de l'ENT, l'espace sécurisé de la classe, bien sûr, au sein de l'environnement numérique de travail. On a donc ainsi pu observer une poursuite des usages qui s'est accrue, bien sûr, pendant le confinement, mais qui s'est aussi diversifiée avec une créativité renforcée de la part des enfants et puis une dynamique nettement plus importante aussi, une dynamique d'usage de cette ENT avec le prolongement des acquis des enseignants et des élèves que l'on a pleinement retrouvé en ce début d'année scolaire 2020, dès septembre, avec une appétence beaucoup plus importante et beaucoup plus diversifiée de la part des enseignants et des élèves qui, étant passés dans la classe supérieure, étaient tout aussi demandeurs d'utiliser du coup ces différents outils numériques pour prolonger leur créativité en termes de production orale et en termes de production écrite. Merci beaucoup. Donc, vous avez manifestement constaté une forte montée en puissance du numérique dans l'environnement éducatif. Merci. Le premier confinement a contraint les enseignants à réorganiser leurs apprentissages. Comment avez-vous pu assurer la continuité pédagogique dans nos écoles? C'est toujours pour vous, hein, M. Charitin. Tout à fait. Dans le cadre du coup de ce confinement et afin d'assurer la continuité pédagogique dans les écoles, on a pu une fois de plus profiter de l'ENT et des ordinateurs portables qui étaient présents dans les écoles pour accroître les temps d'accompagnement des enseignants et notamment au travers de formations et permettre aux enseignants donc de pouvoir s'approprier encore plus rapidement les différents outils pour leur permettre ensuite de les utiliser avec les élèves. Je vais vous donner un exemple très concret. Durant le confinement, en fait, l'usage de l'ENT a été indispensable pour maintenir la continuité pédagogique, mais il a surtout permis aux enseignants d'échanger rapidement avec les élèves et avec les parents. Avec les élèves en diffusant le plan de travail, avec les parents en communiquant aisément, rapidement, dans un espace entièrement sécurisé, sans aucune difficulté d'accessibilité, toujours via l'ENT. Il a aussi permis de développer une implication plus fournie de la part de chaque élève, dans le sens où les élèves à la maison devaient, malgré ce confinement, continuer de fournir un travail de qualité depuis leur domicile, avec une production accrue, comme par exemple des cartes mentales en lien avec les leçons de géographie et de sciences réalisées dans le cadre de la classe, mais aussi répondre à des questionnaires de littérature
ou des quiz en histoire, et également réaliser des dictées par l'intermédiaire des baladeurs numériques que nous avions l'habitude d'utiliser à l'école. Et cette fois-ci, les élèves retrouvaient la dictée enregistrée en amont par l'enseignant directement au sein de l'ENT. Ensuite, on a également pu voir une envie supplémentaire de la part des élèves, notamment pour la consultation des vidéos, puisque après, dans le cadre de la classe virtuelle, les élèves devaient en amont consulter la vidéo qui était mise en ligne sur l'ENT et ensuite en rediscuter avec l'enseignant. C'est ce qu'on appelle le principe de classe inversée. Donc, c'est vrai que cette ENT et la classe virtuelle du CNED ont vraiment été deux outils massivement utilisés dans le cadre du confinement et ont facilité finalement cette continuité pédagogique qui était notre souhait premier, aussi bien auprès des enseignants qu'auprès des élèves, et en permettant toujours de faire le lien entre le travail commun abordé dans le cadre de la classe virtuelle et le travail de chaque élève réalisé à distance via l'ENT. Merci, Monsieur Cherita, et encore bravo pour toute votre action. Je vais m'adresser maintenant à Bruno Jarry. Vous êtes le directeur du CLAVIM, qu'on ne présente plus, et qui a notamment en charge la gestion du temps périscolaire. Aussi, comment s'inscrit le CLAVIM dans le paysage du numérique éducatif, et avez-vous des projets en cours à nous faire partager ce soir? Oui, bonsoir. Alors le CLAVIM, vous le savez, intervient sur 3 cœurs de compétences, l'animation, la prévention et la culture. Et j'avais envie ce soir de partager avec vous les initiatives que nous conduisons avec l'ensemble des acteurs du champ éducatif et notamment l'éducation nationale. Alors, dans un premier temps, les accueils de loisirs maternels et les temps périscolaires maternels proposent, dans le cadre des activités, des ateliers numériques que nous avons pensés notamment avec Monsieur Cherita et les membres de la communauté éducative. Et de janvier à mars 2020, sur 3 écoles, notamment Claude Boujon, Varennes et Petit Train-Vert, nous avons initié des ateliers dans une approche ludique, sécurisante et responsable. Nos équipes éducatives ont été formées par la souris grise et nous mettons en œuvre des séquences d'une durée de 40 minutes pour laquelle les enfants vont passer dans ces logiques ludiques à travers, par exemple, la constitution d'un livre. Dans un premier temps, ils vont mettre en œuvre une approche artistique, ils vont dessiner, peindre. Ensuite, ils vont recourir à l'usage des tablettes pour mettre en œuvre leur perspective artistique. Ils vont enregistrer leur voix. Ils vont pouvoir jouer, effectivement, je dirais, dans la constitution avec l'aide d'animateurs référents, encadrés et formés pour constituer ces livres numériques. On fait les mêmes usages autour des questions musicales, autour des expressions artistiques. Très concrètement, ces expériences sont naturellement renouvelées à partir de janvier prochain. Cette fois-ci, de nouveau au Petit Train-Vert, à Marie-Marvin, à bord de Seine, avec l'accord des directeurs et des équipes enseignantes. Et nous avons initié avec Monsieur Cherita une initiation pour les enfants d'âge maternel dans un temps éducatif partagé et conjoint entre l'éducation nationale et le CLAVIM autour de la sensibilisation de la robotique. Deuxième élément, peut-être vous parler de la préoccupation que nous avons en direction des parents, qui est une préoccupation qui a nécessairement été fortement actualisée avec les temps de Covid. Je pense notamment à la valorisation de l'accueil des parents à travers des visioconférences ou des entretiens en ligne pendant toute la période du premier confinement comme du deuxième confinement. Nous avions initié d'ailleurs avec les parents d'élèves en 2019-2020 une réflexion, car il faut le savoir, il y a deux raisons qui motivent les parents à venir à l'espace par enfant. La première motivation est très souvent la relation avec l'école et la deuxième, c'est la relation avec les écrans. Et les parents d'élèves nous avaient invités à travailler sur la production d'ateliers en direction des parents que nous avons totalement dématérialisés. Alors, avec le professeur Sylvain Missonnier de l'Université Paris-Sorbonne, le docteur Patrice Huer, nous avons animé et programmé 4 ateliers. Je vous donne quelques exemples. Le 8 octobre dernier, nous étions sur les enfants face aux écrans. Le deuxième, le 10 décembre, que j'ai animé avec Patrice Huer, c'était les jeux vidéo des plaisirs à la dépendance. Le troisième que nous animerons, c'est l'impact du Covid dans la relation familiale, notamment avec les usages des écrans. Et pour terminer, les réseaux sociaux, c'est pour les adolescents, sont-ils vraiment sociaux ?
Dernière illustration parmi d'autres, c'est naturellement celle autour de l'usage culturel du numérique, notamment dans les rapports éducatifs. Et là, je veux l'illustrer d'un éclairage à travers le temps des cerises. Vous le savez, le temps des cerises et Microfolie appartient à ce vaste réseau. Et ce réseau de Microfolie est totalement accessible pour la communauté éducative. Et les enseignants, notamment, peuvent préparer des collections qui peuvent venir illustrer, je dirais, leurs enseignements. Alors, les collections viennent essentiellement des grands musées français. Je pense au musée Guimet, je pense au musée Jacques Chirac, le Quai Branly. Et dans ce cadre-là, les enseignants peuvent venir au temps des cerises, regarder les collections sur des playlists qui sont constituées à travers le réseau de la Villette et élaborer des séquences pédagogiques qui peuvent être utilisées au sein du temps des cerises. Dernière illustration de la médiation numérique autour culturel, c'est évidemment tout ce que nous mettons en œuvre autour de la First Lego League avec nos étudiants de l'ISEP qui viennent d'une certaine manière accompagner la construction de robots par des enfants entre 7 et 10 ans. Et nos collègues de l'espace ludique Marcel Aimé ont eux aussi pensé à cette initiative pour les plus jeunes. Je terminerai mon propos en rappelant simplement que nous accompagnons actuellement la quasi-totalité de nos activités ont été totalement dématérialisées, c'est-à-dire les ateliers enfants, jeunes ont été passés sur le virtuel et que dans ces activités-là, nous avons 95% des jeunes qui étaient inscrits dans l'aide scolaire en présentiel qui sont désormais en distanciel, ce qui représente à peu près 500 jeunes suivis par nos dispositifs d'aide scolaire pour le collège comme pour le lycée. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Bruno et bravo pour toutes les actions du CLAVIM qui font l'unanimité sur la ville et bravo pour ce partenariat d'excellence avec l'éducation nationale. Je parle sous le contrôle de Madame l'inspectrice. Je pense qu'il y a peu de villes en France qui ont une telle activité socio-éducative en partenariat très étroit avec l'éducation. Oui, tout à fait. Merci. Nous souhaitons maintenant vous rapporter un certain nombre de questions posées par des parents d'élèves que nous saluons et je sais qu'ils sont nombreux à participer à ce webinaire. Un certain nombre de questions donc dans le cadre de ce webinaire. Première de ces questions, le sujet de la phonétique en français et en langues étrangères pourrait être utilement abordé à l'aide de solutions numériques. Qu'en est-il dans nos écoles? D'autres solutions Internet dédiées au développement des enfants existent, comme par exemple la Khan Academy pour les mathématiques. De telles solutions d'accompagnement sont-elles prévues pour nos enfants lycéens? Madame Thomé, je crois que cette question vous revient de droit, et peut-être également Monsieur Charita. Oui, tout à fait, on peut répondre à 2 voix. Oui, je rebondis sur cette question. Effectivement, je vais prendre le début de la question. Le sujet de la phonétique et celui des langues étrangères, c'est déjà le cas, sont fortement appuyés par l'usage du numérique. Je vais être, vous donner des exemples très précis. Lorsque je suis allée saluer tous les enseignants un par un dans leur classe en début d'année pour leur souhaiter une bonne rentrée et souhaiter une très bonne reprise et une très bonne rentrée aux élèves, je suis notamment passée dans les classes de CP où la phonétique a une importance toute particulière puisque c'est la classe durant laquelle les élèves apprennent à lire. Et donc, ce que m'ont dit les enseignants immédiatement, c'est cette rentrée dans ces conditions sanitaires nous complique la tâche parce que nous portons des masques. Et pour pouvoir apprendre à lire, pour pouvoir reconnaître les sons, beaucoup d'élèves ne s'appuient pas uniquement sur ce qu'ils entendent, mais aussi sur ce qu'ils voient. Et donc, quand on a la moitié du visage qui est caché par un masque, c'est pour certains élèves qui vont avoir plutôt une mémoire visuelle, ils vont s'appuyer sur les lèvres, sur les expressions du visage, c'est nettement plus compliqué. Donc, on a réfléchi avec l'équipe de circonscription et on s'est dit, effectivement, puisque le numérique est dans les classes, puisque toutes les classes bénéficient de ce vidéoprojecteur interactif, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser le numérique pour pallier à cette difficulté? Parce qu'évidemment, au départ, nous avons réfléchi à des masques transparents. Il n'y a que 2 producteurs en France, donc ils sont vraiment difficiles à obtenir. Ils ne sont pas totalement
satisfaisant pour l'instant parce qu'ils font de la buée, etc. Donc, il fallait bien qu'on s'appuie sur autre chose que le contact direct de l'enseignant avec les élèves pour travailler cette question de phonétique. Et donc, nous avons cherché des outils numériques qui existeraient et qui permettraient à l'enseignant de s'appuyer sur une vidéo ponctuellement pour pouvoir montrer la prononciation du son. Nous n'en avons pas trouvé. Ce qu'on a trouvé, c'est ce à quoi faisait référence M. Chérita tout à l'heure, ce sont les vidéos Lumini qui ont été mises à disposition par le ministère durant le confinement. En fait, ce sont des vidéos où l'on voit des enseignants faire classe. Donc la caméra est assez loin et on voit l'enseignant faire classe. Donc, il y avait notamment des séances de phonologie. Ça ne répondait pas à notre demande parce que les enseignants qui faisaient classe, nous les avions à Issy-les-Moulineaux à cette rentrée. Il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Ce qui nous gênait, c'était ce gros plan sur le visage. Comment faire pour que les élèves voient l'enseignant prononcer le son? Donc, on a lancé l'idée. Et elle a reçu un certain succès. Il n'est pas total, hein, il faut être honnête parce qu'il y a des réticences, mais quand même, voilà, d'abord on s'y est collé nous-mêmes. Donc, nous nous sommes filmés de façon très, très simple avec nos téléphones. On a fait un tuto, on a expliqué la démarche et on s'est dit, plutôt que chaque enseignant se filme sans masque, à prononcer tous les sons, il y a une quarantaine de sons à aborder pour pouvoir apprendre à lire. Si chaque enseignant de CP se filme une fois, c'est-à-dire l'équivalent de 40 secondes, pour présenter un son, finalement, nous pourrions avoir une banque de données partageable, mutualisable entre tous. Ça permettrait à tous les enseignants de CP d'Issy-les-Moulineaux de rentrer dans les classes, à l'enseignant qui est dans la classe, en fonction du son dont il a besoin, aller chercher la vidéo 40 secondes, hein, on n'est pas du tout en train de dire que le numérique va faire la classe à la place de l'enseignant, hein. C'est simplement pour que les élèves aient un gros plan sur un visage qui prononce le son en début, en milieu, en fin de mot, pour bien l'entendre et bien pouvoir le retrouver, notamment lors des séances de lecture. Voilà, c'était une illustration. Donc, un certain nombre d'enseignants ont joué le jeu. Il nous manque des sons, donc on accompagne par rapport à ça. Bon, il faut quand même dire que cette rentrée est très difficile pour le corps enseignant, avec un protocole sanitaire qui a évolué à plusieurs reprises, donc des adaptations en continu, avec des conditions sécuritaires compliquées, avec des élèves qui, Madame Lebert l'a rappelé tout à l'heure, ont été pour certains absents de l'école pendant très longtemps. Donc voilà, ce sont des initiatives qui ont été lancées, qui ont été prises au vol par certains, qui mettent un peu plus de temps avec d'autres. Mais voilà, on accompagne. L'idée, c'est vraiment que les enseignants soient partie prenante. C'était un premier exemple. Pour les langues étrangères, je vais être plus rapide pour laisser la parole à mon collègue, mais sur les langues étrangères, nous utilisons déjà beaucoup le numérique. Aujourd'hui, apprendre une langue étrangère, et Issy-les-Moulineaux est une ville, encore une fois, à la pointe, puisque dans le département, il n'y a que 2 circonscriptions qui ont des écoles à profil linguistique renforcé. Et Bord-de-Seine à Issy-les-Moulineaux est une de ces 2 écoles. Donc, voilà, il y a une véritable expertise en la matière qui ne se limite pas à cette école, puisque plusieurs autres écoles sont très intéressées pour développer l'éveil aux langues dès la maternelle et développer l'apprentissage des langues vivantes étrangères au-delà des 1h30 hebdomadaires prévues dans le programme, en proposant d'autres disciplines abordées en anglais ou dans une autre langue. Donc, on va beaucoup utiliser dans l'apprentissage des langues vivantes ce qu'on appelle le document authentique. L'idée, c'est de ne pas utiliser uniquement des exercices fabriqués pour la classe, mais de permettre aux élèves d'écouter une chanson qui existe vraiment, de voir l'extrait d'un reportage réel, une vidéo qui passe, par exemple, sur Internet, mais des choses qui n'ont pas été fabriquées pour la classe, mais qui sont voilà, de ce qu'on appelle le document authentique. Et tous ces documents authentiques, les enseignants y ont accès par le numérique, donc c'est déjà en place. Et notre illustration de cet appui du numérique pour l'apprentissage des langues vivantes étrangères, ce sont les ressources, et nous en avons beaucoup à la circonscription qui sont à
à destination et à disposition des enseignants. Une des conseillères pédagogiques qui travaille avec moi est spécialisée autour des langues vivantes étrangères. Elle a un CAFIPEF, donc une certification de formatrice spécialisée dans ce domaine-là. Donc, nous avons acquis vraiment un fonds intéressant de CD-ROM. Donc, on sort du manuel papier, puisque l'apprentissage des langues vivantes étrangères se fait principalement à l'oral. Et donc, tous ces outils numériques qui permettent de croiser des supports vidéo ou audio sont vraiment utilisés et diffusés dans les classes d'Issy-les-Moulineaux. Voilà, je peux peut-être laisser la parole à M. Chérita pour Khan Academy. Alors, pour compléter les propos de Madame l'inspectrice, de plus en plus, en fait, de ressources en ligne sont utilisées, notamment celles de la Khan Academy, entre autres. Dans les écoles, on a tendance à favoriser les ressources qui sont conseillées par le ministère de l'Éducation nationale, notamment les vidéos des fondamentaux éditées par Canopé et qui, au-delà de la discipline des mathématiques, permettent d'accéder à de courtes vidéos accessibles dès le plus jeune âge, puisque certaines sont accessibles dès la maternelle, dans les différents champs disciplinaires abordés à l'école primaire, avec cette perspective de pratique pédagogique qui se développe autour de la classe inversée, incitant les élèves à consulter la vidéo depuis leur domicile, et ensuite, dans le cadre de la classe, ces notions sont discutées et étayées par l'enseignant. Merci beaucoup. Juste une précision, il nous reste une petite vingtaine de minutes. Je vous remercie de bien vouloir être le plus concis possible dans les questions à venir, et celle-ci en particulier, donc l'usage des écrans en maternelle et élémentaire. Quelles sont les recommandations en termes de durée d'exposition par jour en maternelle et en élémentaire? Quelles sont les conséquences pour les enfants si le temps d'exposition limite est dépassé, et ce, en termes de temps cumulé avec celui de la maison? Est-il possible de limiter le temps d'exposition en classe? Je propose que M. Chérita, de nouveau, vous êtes la star de la soirée, et Bruno Jarry répondent collectivement à cette question d'un parent. Alors, je vais commencer donc à répondre à la première question concernant les recommandations en termes de durée d'exposition. Le CSA a édité un document avec donc intitulé Les enfants et les écrans, et les différents conseils du CSA, indiquant d'une manière générale non pas un temps spécifique par tranche d'âge, mais plutôt des modalités d'accompagnement de ces usages, avec la nécessité d'avoir toujours, quel que soit d'ailleurs l'âge de l'enfant, un adulte à ses côtés, bien sûr dans le cadre de la classe c'est l'enseignant, et à la maison l'un des parents, pour accompagner les usages finalement du temps passé devant les écrans et permettre de répondre parfois aux questions des enfants, et concernant aussi la vigilance pour le type de contenu qui leur serait mis à disposition. Après, dans le cadre de la classe, c'est bien sûr le bon sens qui va primer. Les différentes statistiques l'ont démontré, le temps passé devant les écrans par nos jeunes enfants ne fait que s'accroître. Dans les écoles d'Issy-les-Moulineaux, il a été conseillé, et c'est ce que je mets en avant lors de mes formations, de ne pas passer plus de 2 heures devant les écrans sur l'ensemble de la journée de classe, incluant aussi le temps périscolaire avec qui nous travaillons beaucoup, de façon à limiter bien sûr le temps passé devant les écrans, en diversifiant aussi, puisqu'on sait que les jeunes élèves, au-delà de 20 minutes, vont avoir un temps d'attention qui va diminuer considérablement. Merci, M. Chérita. M. Jarry? Pour apporter quelques compléments, peut-être vous dire deux types de règles, notamment sur la question des parents. Il y a la méthode des 4 pas de Sabine Duflot qui nous dit très concrètement: pas d'écran le matin, pas d'écran durant les repas pour préserver les échanges familiaux, pas d'écran avant de s'endormir, pas d'écran dans la chambre de l'enfant. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, la question des écrans, elle est particulièrement cruciale, notamment sur la question des limites. Et deuxième élément que je voulais vous apporter, c'est la règle des 3, 6, 9, 12, élaborée par Serge Tisseron. Serge Tisseron est membre du conseil scientifique de l'espace par enfant. Il est par ailleurs un expert. Il a publié de nombreux rapports sur la question du numérique, notamment sur la place des enfants et les limites à apporter.
Donc, il nous dit, concernant les enfants de moins de 3 ans, l'enfant a besoin de découvrir la sensorialité, donc jouer, parler, véritablement, c'est la sensorialité qu'il convient de développer. De 3 à 6 ans, l'enfant a besoin de découvrir ses dons manuels et sensoriels. Il propose donc de partager les limites, de mettre des limites aux écrans, mais de partager, de parler avec la famille. De 6 à 9 ans, il se propose de nous dire créer avec les écrans, expliquer leur Internet. De 9 à 12 ans, il nous dit apprenez à se protéger et à se protéger des écrans et protéger les enfants. Et après 12 ans, rester disponible avec ses enfants, car les enfants et les adolescents ont toujours besoin de nous. La question de la parentalité sur la question des écrans, c'est aujourd'hui véritablement poser des limites, faire de telle sorte qu'il y ait des rites réels dans la vie familiale pour qu'il y ait un temps pour les écrans et il y a un temps qui n'est pas pour les écrans. Voilà. Merci, Monsieur Jarry. Le développement informatique est aujourd'hui à considérer comme un langage à part entière. Les enfants pourraient apprendre à coder dès le plus jeune âge et connaître les fondamentaux de l'informatique. L'activité qui est proposée en activité du soir ne pourrait-elle pas être développée davantage encore, voire intégrée à l'enseignement général? Madame Thomé et de nouveau Monsieur Jarry, si vous voulez répondre à cette question d'un parent. Oui, alors la réponse va être rapide pour ma part parce que c'est déjà le cas. Comme on l'a entendu précédemment, lorsque Monsieur Jarry et Monsieur Chérita ont pris la parole ensemble, il y a de nombreux ateliers périscolaires qui sont construits complètement en adéquation avec l'éducation nationale. Et de la même façon, le contenu éducation nationale s'appuie aussi sur ce que font les élèves lorsqu'ils sont hors temps scolaire, inscrits dans des activités périscolaires. Donc, on essaye vraiment de prendre le temps de l'enfant dans sa globalité et dès le plus jeune âge, dès la maternelle, c'est dans les instructions officielles d'ailleurs, le codage est prévu. Je vous ai parlé tout à l'heure de ces petites abeilles, de ces petits robots abeilles, les bebop que nous utilisons donc dès le cycle 1. Ces outils ont de tels succès que les écoles s'équipent elles-mêmes. Il y a une véritable appétence. Donc nous prêtons, nous avons du matériel et sur la coopérative, eh bien, il y a des écoles qui se procurent encore davantage de matériel parce que dès le plus jeune âge, c'est déjà en place et c'est dans les écoles maternelles. Nous avons aussi des supports de la main à la pâte qui, pareil, sont principalement pour le cycle 1 et accessibles sur le NT. Donc, c'est déjà en place cette cohérence et cette initiation dès le cycle 1, elle est déjà, et elle fait partie des programmes scolaires, donc elle existe déjà. Voilà. Merci, Madame Thomé. Bruno Jarry, vous voulez rajouter juste un mot? Pas du tout, je m'inscris en parfaite continuité du propos qui vient d'être évoqué, qui montre bien que lire, compter, coder, c'est une vraie ambition à Issy-les-Moulineaux. Merci. Autre question d'autres parents. Doit-on considérer que les supports vidéo ont un meilleur impact pédagogique que les supports papier? Je propose que Marie-Hélène Lebert, en tant que praticienne quelque part, et Sébastien Chérita répondent collectivement à cette question. Marie-Hélène Lebert? Ah, on ne vous entend pas. Il faut… Voilà, ça y est, c'est fait. Voilà. Donc, nous avons échangé avec Monsieur Chérita, c'est moi qui réponds. Donc, pour ma part, et il pense la même chose que moi, je ne les opposerai pas. Ils sont complémentaires. Ce sont des outils à disposition des enseignants qui leur permettent de présenter certaines notions de façon différente. Utiliser le support des manuels uniquement ou ne passer que par des supports vidéo ne me semble pas avoir de sens. Nous avons la chance d'avoir plusieurs outils et nous les utilisons. Parfait. Merci Marie-Hélène. Ultime question des parents, la question de la sécurité, qui est une question bien sûr importante, des enfants sur deux sujets en particulier. Leur propre exposition sur Internet face aux inconnus et face à leurs camarades, pression sociale, harcèlement numérique, pédophilie, etc. Deuxième question, comment rester vigilant et objectif face aux contenus disponibles sur Internet et savoir accéder à la source des informations recherchées, autant pour les parents d'ailleurs que pour les enfants. Je propose que Marie-Hélène Lebert vous répondiez également à cette question, si vous le voulez bien, avec Sébastien Chéritan. Donc, je commencerai et Sébastien complétera. Ce sont effectivement des risques que nous connaissons. Toutefois, les enseignants sont formés à ces problématiques et disposent d'outils pédagogiques pour y faire face et éduquer leurs élèves.
à identifier ces risques, par exemple, par l'étude d'une charte de bon usage. Par ailleurs, nous avons le soutien d'intervenants extérieurs, comme l'infirmière scolaire, qui vient tous les ans faire des interventions auprès des enfants sur les risques d'Internet. Par ailleurs, au sein des écoles, du point de vue matériel, nos ordinateurs sont équipés de filtres efficaces qui nous permettent d'être assez sereins sur des risques extérieurs. Merci Marie-Hélène. Monsieur Chérita. Oui, du coup, pour compléter les propos de Madame Lebert, il a également été mis en place au sein des écoles des temps de séances pédagogiques autour de l'éducation aux médias pour permettre aux élèves de travailler sur la conscience du numérique aussi par l'élève et des différents éléments de vigilance dont il doit faire preuve par, une fois de plus, différents supports tels que ceux de Vincelou qui lui permettent par des courtes vidéos de mettre finalement en avant certaines situations de cas concrets de façon à faire réfléchir, débattre et permettre aux élèves de se créer eux-mêmes leur propre point de vigilance. Sur une échelle un peu plus large, le Clémy a édité un guide, le guide de la famille tout écran, qui est aussi utilisé dans le cadre de nos classes, puisqu'il permet une réflexion autour de l'usage d'Internet, de ses avantages, de ses risques également. Et toujours à destination cette fois-ci davantage des parents, il y a une mallette qui a été mise en place, la mallette des parents, pour les sensibiliser à l'usage des écrans et du numérique. Car comme on le soulignait tout à l'heure, il est très important toujours qu'il y ait la présence d'un adulte lorsqu'on utilise Internet, aussi bien dans le cadre scolaire que dans les foyers au sein des familles. Et cette vigilance accrue de la part des différents acteurs permettra justement à nos élèves de pouvoir acquérir des notions et des réflexes très importants qui les suivront tout au long de leur parcours scolaire et parcours professionnel. Et moi, je compléterai en disant qu'en tant que parent, je crois qu'il faut se fier à son bon sens. Et comme pour tout, il ne faut pas brûler les étapes. Parce que en écoutant les enfants, on constate que certains sont déjà sur les réseaux sociaux, même dès l'élémentaire, sans réel contrôle des parents et surtout sans avoir les connaissances suffisantes pour assurer leur propre sécurité. Donc, il faut vraiment faire avec eux, on l'a déjà dit plusieurs fois, discuter, peut-être repartir de ce qui est fait en classe pour avancer ensemble. Merci à tous les deux. Avant de clore cette séquence questions des parents, je me tourne vers Guillaume Ledhomme, mais qui n'est pas dans le champ de la caméra, donc on peut l'entendre, mais pas le voir. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires qui ont été échangées sur le chat? Tout a été répondu dans les questions qu'on a abordées là, sur le temps d'écran, sur la sécurité aussi des enfants par rapport à toutes ces questions-là, et puis sur la manière dont le codage aussi est abordé. C'était 3 thèmes qui sont revenus assez souvent. Très bien. Donc, on considère qu'on a couvert l'essentiel des questions que les parents souhaitaient poser dans le cadre de ce webinaire et on vous en remercie. Donc, chers participants, malheureusement, le temps imparti pour notre webinaire est écoulé et nous allons devoir clore cette réunion. Nous tenons à vous remercier pour toutes vos interventions et pour les réponses que vous avez pu apporter aux questions posées. Là, je remercie tous les intervenants. J'espère que ce temps d'échange aura pu éclairer nos auditeurs sur la volonté que nous savons partager de la ville et de la communauté enseignante d'accorder toute sa place au numérique dans nos écoles, mais aussi, pour reprendre l'expression de Monsieur le maire, rien que sa place. Notre volonté commune est bien d'éduquer et de protéger nos enfants dans un domaine qui est désormais omniprésent dans leur vie, dès le plus jeune âge, et de leur donner tous les outils afin d'en tirer le meilleur parti et de se protéger du pire. Il ne s'agit pas d'en faire l'alpha et l'oméga, on l'a dit, de l'enseignement primaire, mais bien de trouver le juste équilibre afin que les thématiques et les outils numériques soient pleinement mis au service des enseignements fondamentaux que nos enfants doivent acquérir à l'école. Il s'agit aussi, au niveau de la commune, de lutter contre une fracture numérique qu'on a évoquée largement et qui, souvent conjuguée à la fracture sociale, éloigne encore plus certainement certains de nos élèves des chemins qui leur permettraient de s'épanouir pleinement dans notre société. Nous voulons, avec notre maire et mes collègues Bernard de Carrère et Alain Lévy, remercier l'ensemble de notre communauté éducative qui s'investit sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs. Nos enseignants administrent tous les jours la démonstration de leur expertise et de leur capacité d'adaptation, au prix souvent d'un fort investissement personnel, pour exercer un métier difficile et ô combien important pour l'avenir de notre société.
Nous mesurons, 6 ans après le lancement du plan numérique, et Bernard de Carrère l'a rappelé, pour les écoles de la ville, l'ampleur des progrès réalisés et formons le vœu que cet élan se poursuive avec la même vigueur dans les années à venir, avec tout notre soutien. Avec Monsieur le maire et avec mes collègues, on vous remercie collectivement. Merci à tous et bonne fin de soirée. Merci beaucoup.